La célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la télévision, une journée mise à profit par l'UNESCO pour encourager les échanges mondiaux de programmes télévisuels. La reprise normale des cours lundi prochain, du moins on l'espère, c'est ce qui ressort du point de presse tenu cet après-midi par le Premier ministre Raymond Ndongsima. Et puis l'ouverture des frontières en zone CEMAC compromise, quelques zones d'ombre subsistent, c'est du moins ce qui ressort des travaux des ministres de la Sécurité, membres des pays de la CEMAC. Et puis un invité dans ce journal, le professeur Boyomo Assala, c'est le directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC de Yaoundé. Il était donc le facilitateur lors du séminaire de formation des journalistes gabonais en période électorale. Merci pour votre fidélité, madame, messieurs, bonsoir et surtout bon confort d'écoute. Le 21 novembre, la communauté internationale célèbre donc la journée mondiale de la télévision, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. C'était en 1996. L'UNESCO célèbre cette journée pour encourager les échanges mondiaux des programmes télé, télé se concentrant notamment sur la paix, la sécurité, le développement social et également économique, ainsi que l'amélioration de l'échange culturel. Le reportage d'Eric Nzengi Badinga sur les images de Michel John Boudégan. La télévision est le premier moyen de communication de masse. Véritable écran sur notre société, elle permet un accès mondial à l'information, mais reflète aussi les conditions et les aspirations humaines. La télévision nous apporte une ouverture inépuisable sur le monde. Le but de cette journée est de mettre l'accent sur l'énorme potentiel de la télévision comme vecteur de progrès et de savoir, mais aussi comme lieu de découverte du monde et de sa diversité. La télévision en général fait partie d'abord de l'épanouissement. Par exemple, moi, je suis toute la journée, je suis au travail. Quand je mets ma télévision, je me sens à l'aise, voilà. La télévision nous apporte au quotidien les nouvelles du Gabon, tous les jours. S'il n'y avait pas de télévision, nous on ne devait pas savoir qu'il y a des élèves qui grèvent. Et s'il n'y avait pas la télévision, on ne devait pas savoir qu'aujourd'hui, les proviseurs, les maîtres, les maîtresses sont en grève parce qu'ils n'ont pas de salaire. Est-ce que vous pouvez vivre sans télévision? Non, plus maintenant. C'est pas possible. Mais passer la télévision, je ne pense pas. Parce que en fait, pour avoir les nouvelles du monde, ça traverse cette télévision. Et pour m'informer, bien sûr aussi, ça traverse la télévision. Chaque 21 novembre, l'UNESCO encourage les différents acteurs de la radio-télévision à réfléchir sur l'avenir de leurs médias, sa puissance et ses tendances de programmation. Dans le monde contemporain, la télévision représente un symbole pour la communication. Déjà, ce serait l'occasion pour que la télévision s'imprègne davantage de ses missions premières qui sont divertir, informer et éduquer. Donc, nous, ce n'est pas pour rien que nous sommes le quatrième pouvoir, que nous fassions attention à ce que nous diffusons, à ce que nous disons, parce que nous sommes quelque part le baromètre entre le public et parfois les gouvernants. Donc moi, je voudrais simplement interpeller tous autant que nous sommes, que nous soyons conscients de cette lourde tâche, très noble, certes, mais qui devrait nous amener à être plus consciencieux et surtout demeurer professionnels. Alors d'abord, quand on parle de télévision, il faut reconnaître que c'est l'une des inventions humaines extraordinaires du siècle dernier. Vous savez, la télévision est finalement une invention presque magique qui a permis de réduire les distances et les espaces. Grâce à la télévision, nous nous trouvons effectivement dans ce qu'on peut appeler un village planétaire. Nous y allons tous. Mais il est important d'y aller également avec notre bagage culturel, j'allais dire intellectuel, inventif et créatif. Mais je ne suis pas très sûr qu'à ce rendez-vous de la culture universelle, comme le disait Léopold Sédar Senghor, je ne suis pas très sûr que nous, en tant qu'acteurs, justement, et en tant qu'éléments œuvrant dans ce médium, je ne suis pas sûr que nous irons à ce grand rendez-vous en ayant ce que j'appelle des spécificités de la gabonité. La télévision nous apporte quoi? Elle nous apporte d'abord un rapprochement des peuples, un rapprochement des cultures. Bref, nous allons vers un monde qui devrait être
monde dans lequel chacun devrait apporter sa spécificité. Mais malheureusement, là encore, la bataille de l'image, on peut le dire, est la bataille du moment. Les pays développés y vont avec non seulement des moyens techniques énormes, mais avec une inventivité qui, dans la réalité, ne se situe pas au niveau de notre créativité. L'UNESCO favorise la radio-télévision publique comme unique service fournissant un accès universel à l'information et au savoir, par la qualité et les divers contenus reflétant les besoins, les inquiétudes et les espérances des diverses audiences. Je crois que pour avoir notre place, il est important de former et former encore. Mais former les gens sur lesquels devrait être basé justement notre devenir au niveau de l'image. Je dis, la télévision devrait pouvoir être la convergence de l'émergence. Bref, le carrefour des actes émergents. Pour permettre aux gens de se saisir de cet élément-là, pour pouvoir propulser les meilleurs d'entre nous, faire d'eux des symboles, des images, des gens qui devraient s'imposer par leur savoir-faire, leur savoir-être, et qui devaient s'imposer également par ce que j'appelle des éléments importants du patriotisme. La télévision n'a pas qu'un rôle éducatif et informatif. Elle est là aussi pour nous divertir. Le média le plus populaire de l'univers reste une fenêtre ouverte sur le reste du monde. Et en parlant de télévision, justement, on parle de cette audience hier au CNC, le Conseil national de la communication, audience des responsables de la chaîne privée TV+, une audition, allions-nous dire, suite donc à une convocation pour avoir diffusé des images dites choquantes lors de l'émission Les choses du pays, des images qui présentaient somme toute la dépouille d'une jeune compatriote assassinée dans la zone de Koltang. Le compte-rendu de l'audition avec Yannick Menga et Victor Mundunga pour les images. Il s'agissait de faire entendre le point de vue de la direction générale de la chaîne TV+, par l'intermédiaire de son président-directeur général, Franck Nguema, convoqué en rapport avec la diffusion d'images sur la dite chaîne d'une jeune fille atrocement mutilée dans la zone de Koltang. Soucieux de mettre en évidence la transparence de cet entretien, ce type d'audition, généralement tenu à huis clos, s'est déroulé cette fois-ci en présence des médias. Le vice-président de la commission d'audition, Godel Inanga, a en effet questionné les motifs qui ont poussé l'animateur Harley Boris Koga ainsi que la chaîne diffusant l'émission à traiter le sujet de la sorte, soutenant que le concept de l'émission n'est pas mauvais, mais nécessitait néanmoins un certain tact concernant le traitement de sujets sensibles tels que les crimes liés à la mutilation des victimes. La ligne qui est donnée, la hargne avec laquelle M. Koga anime l'émission, c'est comme on dit au village, Cabrimor, tuez-moi. Je sais qu'il y avait une maman éplorée, d'accord. Vous l'avez rendu un service incommensurable. Personne ne va un jour restituer cette fille-là à sa maman. Mais il n'y a que ceux qui aussi ont vécu ce drame-là de l'autre côté. Donc nous, la manière, la bonne n'était pas celle-là. Le vice-président de la commission a rappelé à la direction de la chaîne ainsi que l'animateur l'importance de protéger les jeunes publics téléspectateurs. Le PDG de la chaîne TV+, s'est prononcé à ce sujet au sortir de l'entretien. Dans le cadre de nos échanges, nous avons essayé de regarder tous les contours des préoccupations qu'ils ont soulevées. Et puis je pense que nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de points de vue. Et cela a pour ambition, bien sûr, toujours d'améliorer notre travail. Donc les témoignages que nous avons recueillis, les investigations que nous avons effectuées sur le terrain par les choses du pays étaient tout à fait orthodoxes. Bon, c'est vrai, la photo était assez crue et nous l'avons reconnue. Mais la mère éplorée qui nous avait demandé de montrer ces photos parce qu'elle était tellement dépitée de la suite à donner des enquêtes qui suivent toujours leur cours, je le rappelle, et a souhaité au niveau de notre chaîne de télévision que nous puissions véhiculer ces images. Mais c'est vrai, à ce niveau, nous devons faire attention, car les images sont des fois plus dures que les paroles. Le PDG de la télévision du futur a félicité le Conseil sur son équité à travers cette façon de faire.
soulignant néanmoins le fait que d'autres organes de presse ayant diffusé les mêmes images devraient également être sujets au même type d'audition. Sur un tout autre plan, 3 jours ont suffi aux journalistes du Gabon pour acquérir les rouages nécessaires permettant d'affronter la période électorale du 4 au 14 décembre prochain. Vous allez le voir sur ces images. L'atelier national de formation sur le traitement de l'information en période électorale marquera donc d'une empreinte indélébile l'espace médiatique, politique et social de notre pays. Ceci donc dans l'optique de contribuer, consolider les acquis démocratiques et également contribuer donc à l'instauration d'une véritable culture démocratique des journalistes gabonais au service du développement de notre pays. Les journalistes ont donc promis jouer pleinement leur rôle. Qui vivra verra. Rendez-vous à partir donc du 4 décembre prochain. Et à ce propos, nous revenons sur ce plateau, en référence donc à ce séminaire. Nous vous l'annoncions, nous recevons le professeur Charles Boyomo Assala. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, pour nos téléspectateurs, vous êtes le directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information de la communication, l'ESTIC, à Yaoundé, au Cameroun. Et vous étiez donc le facilitateur lors de ce séminaire de 3 jours. Alors, professeur, 3 jours seulement, on a envie de dire, quels sont les enseignements que vous avez donnés à ces journalistes gabonais? Écoutez, je voulais d'abord indiquer que c'est un séminaire qui était organisé par l'UNESCO et le Conseil national de la communication du Gabon. Et j'y jouais un rôle de facilitateur, donc je n'étais pas le seul intervenant. Je crois qu'il y a eu une équipe qui a été mise en place, constituée d'un président, d'une vice-présidente et des rapporteurs qui ont donc travaillé avec moi au niveau de la coordination, des interventions, des exposés, etc. Et donc, naturellement, mon rôle était de faciliter, en quelque sorte, d'introduire les débats, etc. Donc, 3 jours, oui, on peut imaginer que ce soit un peu bref, mais enfin, les 3 objectifs qui étaient assignés aux 10 séminaires, objectifs professionnels, donc doter les journalistes de capacités, de compétences et d'habiletés qui leur permettent de couvrir l'élection en tant qu'événement médiatique majeur. Objectif moral, c'est-à-dire doter les journalistes, si vous voulez, d'outils déontologiques, moraux, leur permettant d'échapper en quelque sorte à l'emprise des intérêts qui sont majeurs, politiques, économiques, pendant la campagne électorale. Et puis, objectif managérial, parce qu'au niveau des médias, ils doivent s'organiser du point de vue du management de cet événement qui est spécifique, en mettant en place des équipes, en mettant en place des programmes, des plans de couverture, etc. Donc, en affectant des ressources budgétaires pour cet événement. Et donc, je pense que les 3 objectifs ont été atteints, malgré évidemment les 3 jours. Les 3 jours, une période un tout petit peu... Alors, vous parlez justement de la spécificité de cet événement, et on constate justement que pour cette période électorale, les journalistes bénéficient donc d'un séminaire, d'un enseignement. Quelle différence entre la couverture médiatique en période non électorale et la couverture médiatique en période électorale pour nécessiter justement une formation? Je crois qu'il faut d'abord dire que l'événement électoral va au-delà de la campagne électorale elle-même. L'événement électoral est un problème total qui nécessite évidemment la mise en place d'un plan de couverture du point de vue des médias qui va bien au-delà de la période de campagne électorale, c'est-à-dire avant le lancement de la campagne électorale proprement dit, pendant la campagne électorale et après, en raison précisément d'un contentieux qui peut naître après l'élection, etc. Donc, si vous voulez, il y a là la nécessité de mettre en place des dispositifs qui ne sont pas simplement des dispositifs managériaux, des dispositifs de gestion, mais également des compétences qui sont spécifiques pendant l'élection, la période électorale. Prenez par exemple la question de la fraude électorale. Parfois, on peut faire la distinction entre ce qui relève des erreurs, de la méconnaissance ou de l'incompétence, et ce qui relève de la volonté de frauder. Et bien souvent, les journalistes peuvent se faire complices
malgré eux, ou peut-être volontairement, des pratiques frauduleuses pendant la campagne électorale. Et donc, évidemment, il faut attirer leur attention sur des questions aussi spécifiques que celle-là. Est-ce que, professeur, le débat ne se trouve pas ailleurs? Autrement dit, est-ce que véritablement les journalistes gabonais et africains, par extension, brillent par une certaine incompétence, ou plutôt c'est leur situation précaire qui ferait en sorte qu'ils seraient tentés justement par l'appât du gain? Autrement dit, est-ce qu'en période électorale, plutôt que d'un séminaire, ne faudrait-il pas plutôt mettre les contours nécessaires pour mettre à l'abri ces communicateurs du besoin? Non, je crois que les autorités gabonaises y pensent, sur le plan de l'accompagnement matériel des journalistes en vue de les mettre un peu à l'abri, n'est-ce pas, des tentations corruptives ou des pratiques corruptives ou collusives de toute nature. Mais je pense qu'au-delà de ça, la pauvreté, pour ainsi dire, des journalistes ne peut pas tout expliquer. Je pense que les journalistes gabonais ne sont pas plus pauvres que d'autres partout dans le monde, et la pauvreté ne peut pas tout expliquer. Tout à fait. Il y a un engagement personnel, un problème de corruption, peut-être même une incompétence morale à comprendre un certain nombre d'enjeux sociaux qui peuvent expliquer qu'un journaliste, n'est-ce pas, abdique de sa fonction pour des raisons qu'il pourrait invoquer, qui seraient donc des raisons de pauvreté. La pauvreté est parfois une invocation confortable, n'est-ce pas, pour s'affranchir de certaines fautes et certaines responsabilités qu'autre chose. Alors, professeur, avant de vous laisser vaquer à vos occupations, les enseignements peut-être donc au terme de ce séminaire. Écoutez, les enseignements, ils sont nombreux. Je dois dire que, comme je vous l'ai dit au début, je n'étais pas le seul intervenant. Il y a des collègues de l'université qui sont intervenus. Il y a le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui est venu faire un exposé extrêmement brillant et complet sur la biométrie au Gabon et les enjeux électoraux que comporte la mise en place du système biométrique au Gabon. Tous ces enseignements, me semble-t-il, ont concouru à l'atteinte des 3 objectifs que j'ai indiqués tout à l'heure. Objectif professionnel, objectif moral et bien entendu objectif managérial pour les médias. Merci, professeur. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevions donc là le professeur Charles Boyomo Assala, directeur de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, de la communication, l'ESTIC, à Yaoundé au Cameroun. Il était donc le facilitateur lors de ce séminaire de formation des journalistes gabonais en période électorale. Professeur, vous restez avec nous pour la suite de l'actualité. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vous le savez, se trouve dans les Émirats arabes. Donc, il a échangé avec l'émir d'Abu Dhabi et il a ensuite visité, bien entendu, une ville qui utilise l'énergie renouvelable. On va suivre ce reportage de Igor Ovunza et Ali Radjoumba pour le commentaire. Au deuxième jour de sa visite de travail et d'amitié à Abu Dhabi, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec l'émir d'Abu Dhabi, président des Émirats arabes unis. La coopération économique a constitué l'essentiel de cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos. Ensuite, le chef de l'État s'est rendu à Masdar, une future ville de l'émirat d'Abu Dhabi située à proximité de l'aéroport international, pour apprécier le projet Masdar City, une entité qui construit et exploite les systèmes de production d'électricité renouvelable à partir de modules photovoltaïques, de solaire à concentration thermique d'éolien terrestre et marin. Autour d'une table élargie aux membres de la délégation présidentielle, les responsables du projet ont présenté au chef de l'État l'intérêt de ce programme qui vise à préserver l'environnement et à consommer l'électricité renouvelable. Une visite guidée a suivi la présentation du projet qui regroupe 5 entités, notamment l'utilisation de l'énergie renouvelable dans les véhicules de transport. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a visité l'institut qui abrite le programme de recherche cible d'ingénierie. C'est pour nous une visite très importante parce que nous avons au Gabon une politique qui se veut volontariste quand il s'agit de tout ce qui est l'environnement et les énergies renouvelables. Donc nous sommes vraiment très impressionnés par ce qui a été fait ici sur cette question d'énergie renouvelable et ce sont des partenariats intéressants que nous pourrions nouer et qui pour notre pays pourrait être vraiment prometteur. Merci. Il faut signaler que Masdar City est une ville alimentée d'un système de production d'électricité renouvelable.
Et puis au Gabon, suite à la situation qui prévaut dans le monde de l'éducation nationale, eh bien, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Raymond Donsima, a tenu un point de presse cet après-midi. C'était à son cabinet de travail pour une mise au point, justement. Filika Biongo, Serge Ndiengi Mabila. Pour amener la sérénité dans le secteur de l'éducation nationale en crise et sur instruction du président de la République, Raymond Donsima, le Premier ministre, chef du gouvernement, a entamé des négociations avec les différentes centrales syndicales et la Fédération des parents d'élèves, lesquelles négociations ont débouché sur un certain nombre de mesures. D'abord sur le paiement des vacations. Les instructions ont été données au service du budget pour que l'ensemble de ces bons de caisse soient entièrement édités. Et de fait, dans la soirée de dimanche dernier, il était disponible au niveau des services du budget 19 031 bons de caisse. La prime d'incitation à la fonction d'enseignant et le rappel des soldes n'étaient pas en reste. J'ai décidé de faire deux choses. Premièrement, je viens de prendre deux arrêtés. Le premier porte création, organisation de la commission sur la vérification des bénéficiaires des vacations aux sessions d'examen de 2013. Cette première commission a pour objet, comme son nom l'indique, de procéder aux vérifications. Les personnes qui sont chargées de faire ces opérations disposent de 30 jours pour me déposer un rapport. Je viens de créer par un autre arrêté une commission qui est chargée de la vérification des bénéficiaires de la PIF. Pour procéder à la mensualisation de la PIF, il faut qu'on soit certain d'une part, de la position physique des personnes qui sont bénéficiaires de cette prime et ensuite du statut de ces personnes. La régularisation de la situation des enseignants du pré-primaire non encore recrutés a également été évoquée. J'ai décidé de faire ouvrir, je me suis concerté ce matin avec le ministre de la fonction publique et il va être ouvert dans l'ensemble des 9 capitales provinciales un guichet spécial pour les 30 prochains jours également, au cours des personnels qui sont aujourd'hui payés ce bulletin rose, sont invités à déposer un dossier. Toute chose qui permettrait dans les prochains jours la reprise des cours. L'ensemble de ces mesures est de nature à ramener la sérénité et les enfants sur le banc de l'école à partir de lundi. Le Premier ministre a par ailleurs fait état de sa rencontre avec le collectif des étudiants en grève de la faim. Une commission technique spéciale a d'ailleurs été mise en place à cet effet. Et juste après le générique fin de ce journal, vous suivrez un magazine consacré notamment à la synthèse des négociations entreprises par le gouvernement de la République en vue de résoudre les différents problèmes posés par les enseignants. Et justement, en rapport avec cette crise en l'éducation nationale, le ministre en charge de ce département vient d'initier une tournée inter-établissement afin d'échanger avec les enseignants du pré-primaire, du primaire et également du secondaire des établissements de Libreville, en présence donc des bureaux d'association des parents d'élèves, des chefs de classe accompagnés de leurs parents. Le lycée national Léomba a constitué la première étape. Cabrel Guilain, les mamies, Félix Moulibangoy, reportage. Connaît un trouble depuis quelque temps. C'est dans cette optique que le ministre en charge de ce secteur a initié cette tournée interétablissement afin d'échanger avec les principaux acteurs. Première étape, le lycée national Léomba, où le ministre Raphaël Moulunga a échangé avec les enseignants et les parents d'élèves et étudiants sur plusieurs points qui minent le secteur éducatif, dont les réformes engagées sur l'amélioration des structures scolaires, le paiement des vacations, de la prime d'incitation à la fonction et le problème des intégrations des agents du dit ministère. Il y a un ensemble de travaux qui se font sur le terrain en termes d'investissement grâce à l'assistance technique de l'Agence nationale des grands travaux. Et cette assistance technique de l'Agence nationale des grands travaux, c'est moi-même, le ministre de l'Éducation nationale, qui a eu à écrire pour demander que les crédits d'investissement soient mis à la disposition de l'Agence nationale des grands travaux d'année en année pour qu'ils nous accompagnent dans les constructions scolaires. 3 ans, avant la rentrée de classe, à l'occasion de séminaires dans les provinces, je fais toujours le tour de province pour venir poser la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des arriérés de vacations? Non, monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des gens
qui ont des arriérés de PIF. Non, monsieur le ministre. Du 1er janvier au 31 décembre, on vous paye la PIF au mois de mai. Cette année, ça a été payé pour 18 milliards directement à chacun de vous. Il se pose le problème de l'intégration de 1000 enseignants du pré-primaire dont j'ai parlé. On les appelle enseignants du pré-primaire, mais ils ne sont pas des enseignants. Ils n'ont pas été formés dans une école d'enseignement. Au cours de cette rencontre, les parents d'élèves et les enseignants ont remis en cause le nouveau système d'organisation d'examen de BPC et de baccalauréat A et B et du niveau des élèves. On ne va pas quand même faire en sorte, on ne va pas juger un enfant sur un examen. Un enfant qui a 14 de moyenne, qui a 13 de moyenne, qui échoue au BPC, on lui dit de reprendre la troisième, mais ce n'est pas possible. De ce qui précède, le ministre de l'Éducation rassure et explique. L'objectif du baccalauréat en deux parties, la première partie n'entraîne pas que l'enfant redouble, la première. La première partie permet à l'enfant d'ôter de son souci de l'examen du baccalauréat final les disciplines accessoires. Parce que dans chaque filière du baccalauréat, il y a les disciplines fondamentales et les disciplines accessoires. Si le paiement des vacations et de la prime d'incitation à la fonction sont en cours, qu'est-ce qui entraînerait cette confusion dans le secteur de l'éducation, mettant ainsi en péril la formation de nos jeunes apprenants? Affaire à suivre. Pendant près d'une semaine, 50 nouveaux étudiants observaient sur l'esplanade de la cathédrale Sainte-Marie un mouvement de grève. Eh bien, après plusieurs échanges, les grévistes ont finalement mis fin à leur mouvement. Jean-Augustin Diengui, Louis Bestar Lenyongo. Ici, à la cathédrale Sainte-Marie pour protester contre la non prise en compte de leur demande d'attribution de bourse. Une situation qui incomberait aux responsables d'établissements dont sont issus ces étudiants qui étaient censés transmettre les dossiers dans les délais réglementaires. Soucieux de retrouver un climat apaisé, le conseil spécial du président de la République, une délégation de la primature, le curé de l'église Sainte-Marie et le délégué national de l'UJPDG sont venus échanger avec les étudiants grévistes sur les efforts consentis par les plus hautes autorités de la République pour leur permettre d'accéder à la bourse. Rassurés par les propos de leurs interlocuteurs, les grévistes ont décidé de mettre un terme à leur mouvement de grève et quitter les lieux. Toutefois, il a été constaté que les reporters, dans le souci de recouper l'information, ont été mis à mal par quelques parents d'élèves. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Et puis la libre circulation des personnes en zone CEMAC prévue pour le 1er janvier 2014 ne pourra pas être effective. Quelques écueils subsistent encore et c'est ce qui ressort du moins du rapport final des travaux des ministres de la Sécurité, membres des pays de la CEMAC. Nous vous proposons un extrait de la lecture du rapport final, des propos recueillis par Ahmed Mouyaka, Louis Bestar Lenyongo. Évaluant l'état de mise en œuvre de la feuille de route, le comité ad hoc des ministres a relevé qu'en dépit des efforts accomplis, certaines actions de la feuille de route méritent d'être mises en œuvre et approfondies. En conséquence, il a préconisé un mode opératoire de mise en œuvre de la décision des chefs d'État qui suggère, premièrement, de tenir compte des éléments de la feuille de route considérés comme instrument de mise en œuvre de la décision des chefs d'État. Deuxièmement, d'obtenir l'engagement de chaque partie prenante, commission de la CEMAC et État, à exécuter les mesures qui lui incombent dans des délais convenables. Troisièmement, d'exhorter chaque partie prenante à définir et à transmettre à la commission de la CEMAC un chronogramme réaliste de mise en œuvre de la feuille de route de la libre circulation. S'agissant de l'homologation des spécimens du passeport CEMAC biométrique, le comité ad hoc des ministres a invité les 5 États concernés à adopter le passeport biométrique répondant aux normes de la CEMAC, cette diligence étant requise pour l'harmonisation des documents de voyage communautaires conformément au texte sur la libre circulation des personnes en zone CEMAC. Poursuivant ces travaux, le comité ad hoc des ministres a constaté que l'adoption d'une politique commune d'émigration, d'immigration et de protection des frontières extérieures en zone CEMAC
exige la validation préalable de la dite politique par chaque État suivant ses propres procédures internes. Le comité ad hoc des ministres a pris acte de la décision de la République gabonaise, sous réserve de réciprocité, à supprimer immédiatement l'exigence des visas sur les passeports diplomatiques et de service. Il a également été informé de la décision de la République de Guinée équatoriale d'appliquer le même traitement en faveur des fonctionnaires des structures communautaires munis d'ordre de mission. À noter dans votre agenda donc ce point de presse demain à 10h au ministère des Eaux et Forêts. Un point de presse annonçant notamment les contours de la tenue à Libreville du 25 au 30 novembre 2013 de la 49e session du CIBT, le Conseil international des bois tropicaux. La presse nationale et internationale est cordialement invitée à couvrir cet événement placé sous le haut patronage du président Ali Bongo Ondimba, alors que vous découvrez la même sur ces images la Commission nationale d'organisation. Elle est dirigée par le président de la coordination, qui est donc le directeur de cabinet au ministère des Eaux et Forêts, Massous Mamungeng. Le rapporteur général est le secrétaire général adjoint du ministère des Eaux et Forêts. Et bien sûr, le point focal, David Ingeza. Je rappelle donc ce point de presse prévu demain à 10h au ministère des Eaux et Forêts. L'ambassadeur du Japon, ou alors l'ambassade du Japon, vient donc de procéder à la remise officielle du centre d'alphabétisation de Nkembo. La cérémonie donc de remise s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire. Également présent Jean-Augustin Ndiengi et Michel John Boudéang de notre rédaction. Le centre qui assure les services d'éducation non formelle pour analphabètes dispose désormais d'un bâtiment rénové avec un étage supplémentaire. Un agrandissement rendu possible grâce à l'excellence des relations qui lient le Gabon et le Japon depuis plusieurs décennies. Le gouvernement du Japon attache une importance particulière à l'éducation qui forge un avenir d'un pays. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que l'alphabétisation est une des conditions essentielles pour qu'on sorte de la précarité et qu'on participe de manière autonome au développement socio-économique. J'espère que notre soutien offre dès aujourd'hui au plus grand nombre d'hommes et de femmes un meilleur accès à l'alphabétisation, afin de développer leurs connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société tout entière. La remise de ce bâtiment flambant neuf, qui constitue un cadre idéal pour apprendre et lutter contre ce fléau mondial qu'est l'analphabétisme, s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale. Cette rencontre nous donne une nouvelle preuve que vous tenez à cœur les problèmes de développement de notre pays, grâce aux efforts de coopération inlassables entretenus par nos chefs d'État. C'est l'occasion de vous réitérer de vive voix nos sincères et différents remerciements en cette circonstance qui nous réunit aujourd'hui dans le 2e arrondissement de Libreville. Rappelons que cet investissement à hauteur de 33 millions de francs CFA par le gouvernement japonais entre dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé les dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Et je vous rappelle que juste après le générique fin du journal, vous suivrez un magazine consacré à la synthèse des négociations entreprises par le gouvernement de la République en vue de résoudre les différents problèmes posés par les enseignants. Notez avant de nous séparer également que la Confédération multisectorielle de promotion des PME, PMI, artisanat pour la province de Langounié, dénommée Groupement des opérateurs économiques de Langounié, convie les opérateurs économiques de la province de passage à Libreville et également les membres des bureaux, des confédérations et autres provinces à prendre part au point de presse qu'elle tiendra ce samedi 23 novembre 2013 à 8h30. Ce sera à la salle OIM de l'hôtel Okume Palace. La presse nationale et internationale y est cordialement
invités. C'est une équipe dynamique qui m'aura accompagné depuis le début de la semaine. À la réalisation, nous vous le disions, c'est l'oxygène de la rédaction Stevie Oyane Mesui. Et avec elle, bien sûr, Alain Christian Oula, sous le regard bienveillant du secrétaire de rédaction, bien entendu. Et toute l'équipe dirigée par Christian Olélé, le réalisateur. Il s'agissait à la caméra de Jean de Dieu Mombundu, Okan Brice au son, Manyungu Jean-Pierre Onodal, Pambo Françoise au VTR, à la lumière Obam Ebolo, et l'infographie était assurée par Meunier Ngema. Toute cette équipe, c'est un pour vous dire merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement sur Gabon Télévision. Bonne suite des programmes.